On t'a enseigné que tu as besoin de médicaments pour chaque douleur que tu ressens dans ton corps. Mais les moines bouddhistes ont découvert quelque chose de complètement différent il y a 2500 ans, que ton corps possède une pharmacie interne qui attend d'être activée. Quand tu arrêtes de lutter contre la douleur et que tu commences à écouter ce qu'elle essaie de te dire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton corps commence à se guérir lui-même grâce à des techniques simples que tu peux faire maintenant, assis là où tu es. Bouddha a enseigné que toute souffrance physique a une racine mentale et aujourd'hui tu vas apprendre les 10 techniques exactes que les moines utilisent pour transformer la douleur en guérison sans prendre un seul comprimé. Ce ne sont pas des promesses vides, ce sont des pratiques testées depuis des milliers d'années que la science moderne commence enfin à comprendre. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent mieux supporter la douleur que d'autres? Cette capacité n'est pas simplement une question de chance ou de génétique, mais peut-être le fruit d'un savoir ancestral que notre monde moderne redécouvre peu à peu. Dans les montagnes himalayennes, loin de nos pharmacies et de nos hôpitaux modernes, des moines bouddhistes pratiquent depuis plus de 2500 ans des techniques mentales étonnantes pour transformer leur expérience de la douleur. Ces pratiques ne sont pas apparues par hasard, mais résultent d'une observation minutieuse et d'une compréhension profonde de l'esprit humain. Au fil des siècles, ces moines ont développé un ensemble de méthodes permettant d'aborder la douleur d'une manière radicalement différente de notre approche occidentale habituelle. La particularité de cette approche réside dans sa philosophie fondamentale. Contrairement à notre vision moderne qui considère souvent la douleur comme un ennemi à éliminer immédiatement avec des médicaments, la tradition bouddhiste voit la douleur comme un message du corps qu'il faut d'abord écouter et comprendre. Cette nuance peut sembler subtile, mais elle change complètement notre relation avec les sensations douloureuses. Dans les anciens textes bouddhistes, notamment le Satipatthana Sutta, écrit plusieurs siècles avant notre ère, on trouve déjà des instructions détaillées sur l'observation des sensations corporelles, y compris la douleur. Ces textes expliquent comment, en observant attentivement la douleur sans y réagir automatiquement, on peut découvrir sa nature véritable. Cette observation révèle que la douleur n'est pas une entité solide et permanente, mais plutôt un ensemble de sensations fluctuantes qui changent constamment d'intensité et de qualité. Les moines qui ont consacré leur vie à ces pratiques ont réalisé une découverte fondamentale. Notre réaction mentale à la douleur détermine souvent plus notre souffrance que la sensation physique elle-même. Lorsque nous résistons à la douleur, que nous la craignons ou que nous nous identifions complètement à elle en pensant « je suis ma douleur », nous amplifions considérablement notre expérience négative. À l'inverse, une attitude d'acceptation vigilante peut transformer radicalement cette même expérience. Un récit célèbre raconte comment Thich Quang Duc, un moine vietnamien, s'est immolé par le feu en 1963 pour protester contre la persécution des bouddhistes. Les témoins ont rapporté qu'il est resté parfaitement immobile pendant toute la durée de son acte, sans aucun signe apparent de souffrance. Bien que cet exemple soit extrême, il illustre le niveau de maîtrise que certains pratiquants peuvent atteindre grâce à un entraînement mental rigoureux. Les techniques développées dans les monastères comprennent plusieurs pratiques complémentaires. La respiration consciente constitue la base de toutes ces méthodes. Les moines apprennent à respirer profondément et régulièrement, en portant une attention particulière à chaque inspiration et expiration. Cette simple pratique a des effets physiologiques immédiats, ralentissant le rythme cardiaque et détendant les muscles tendus qui souvent accompagnent et amplifient la douleur. La concentration méditative représente un autre aspect essentiel. Les pratiquants développent leur capacité à diriger et maintenir leur attention sur un objet choisi, qu'il s'agisse de leur respiration, d'une visualisation ou d'une partie spécifique de leur corps. Cette concentration stabilisée permet ensuite d'observer la douleur avec une clarté et une distance émotionnelle qui transforment l'expérience douloureuse.
La méditation analytique complète ces pratiques en examinant la nature même de la douleur. Le méditant apprend à distinguer entre la sensation physique brute et les réactions émotionnelles ou mentales qui l'accompagnent habituellement. Cette distinction permet de réduire considérablement la souffrance associée à la douleur. Dans les monastères tibétains, ces enseignements se transmettent traditionnellement dans une relation étroite entre maître et disciple. Le maître guide l'élève à travers une série d'exercices progressifs, corrigeant ses erreurs et l'aidant à surmonter les obstacles qui surviennent inévitablement dans la pratique. Cette transmission vivante assure la préservation non seulement des techniques elles-mêmes, mais aussi de leur esprit profond. Des récits historiques décrivent comment certains maîtres zen pouvaient rester assis immobiles pendant plusieurs heures dans la position du lotus, malgré la douleur intense que cette posture peut provoquer chez les débutants. Ces maîtres n'étaient pas insensibles à la douleur, mais ils avaient développé une relation différente avec elle. Plutôt que de la percevoir comme une menace, ils l'accueillaient comme une sensation parmi d'autres, sans lui accorder de signification particulière. Cette approche repose sur une vision fondamentalement différente de l'être humain. Alors que la médecine occidentale moderne a longtemps séparé le corps et l'esprit, traitant souvent les problèmes physiques sans considérer les aspects mentaux et émotionnels, la tradition bouddhiste a toujours considéré l'être humain comme un tout indivisible. Dans cette perspective, chaque sensation physique a une dimension mentale et chaque état d'esprit se reflète dans le corps. Les textes anciens utilisent souvent des métaphores pour expliquer cette interconnexion. L'une des plus connues compare l'esprit à un cavalier et le corps à son cheval. Si le cavalier et le cheval travaillent en harmonie, ils peuvent parcourir de grandes distances sans épuisement. De même, lorsque l'esprit et le corps sont alignés, ils peuvent traverser des expériences difficiles, y compris la douleur, avec beaucoup plus d'aisance. Dans la tradition du Vajrayana, une forme de bouddhisme pratiquée principalement au Tibet, certains yogis développaient des capacités extraordinaires appelées tummo ou chaleur intérieure. Ces pratiquants pouvaient s'asseoir dans la neige des hauts plateaux tibétains, enveloppés seulement d'un drap léger, et faire fondre cette neige par la chaleur générée par leur méditation. Ces démonstrations impressionnantes n'étaient pas considérées comme des tours de magie, mais comme des manifestations naturelles d'un esprit entraîné capable de contrôler certaines fonctions corporelles habituellement involontaires. La pratique régulière de ces techniques de gestion mentale transforme progressivement notre relation avec toutes les sensations agréables ou désagréables. Les pratiquants expérimentés rapportent souvent que même lorsque la douleur physique persiste, leur souffrance diminue considérablement. Ils développent une capacité à être présents avec la douleur sans être submergés par elle. Cette approche diffère fondamentalement de la simple distraction que nous utilisons souvent face à la douleur. Plutôt que de détourner l'attention de la sensation douloureuse, ces techniques nous invitent à nous tourner vers elle avec une attention bienveillante et curieuse. Paradoxalement, cette présence attentive transforme l'expérience même de la douleur. La notion d'impermanence occupe une place centrale dans cette approche. Les enseignements bouddhistes soulignent que toutes les sensations, y compris la douleur, sont par nature temporaires et changeantes. Cette compréhension profonde réduit considérablement l'anxiété qui accompagne souvent la douleur, particulièrement la peur qu'elle ne cesse jamais. Ces techniques ancestrales offrent bien plus qu'une simple gestion de la douleur. Elles proposent une véritable transformation de notre relation au corps et à l'esprit. En pratiquant ces méthodes, nous découvrons que notre conscience n'est pas limitée par nos sensations physiques, même intenses. Cette découverte ouvre un espace de liberté intérieure qui demeure accessible même dans les moments difficiles. Ce que les moines bouddhistes ont compris il y a plus de 2 millénaires, la science moderne commence à peine à le confirmer avec ses outils sophistiqués. Des recherches récentes en neurosciences révèlent que notre cerveau possède effectivement des circuits naturels capables de moduler notre perception de la douleur. Ces voies neurologiques peuvent être activées par certaines pratiques mentales, créant un pont fascinant entre la sagesse ancienne et la science contemporaine.
Notre corps dispose d'un système interne complexe pour gérer la douleur, un système que les méditants ont appris à activer consciemment bien avant que nous ne comprenions son fonctionnement biologique. Chapitre 2. Les voies neurologiques de la modulation de la douleur. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui semblait diminuer lorsque vous étiez concentré sur une activité passionnante? Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un système complexe que notre corps possède naturellement. Les techniques mentales ancestrales évoquées précédemment ne reposent pas uniquement sur des croyances ou des traditions. Elles s'appuient en réalité sur des mécanismes biologiques bien réels que la science moderne a commencé à identifier et à comprendre. Notre cerveau possède un réseau neuronal sophistiqué spécifiquement dédié à la modulation de la douleur, comme si nous avions un système de contrôle du volume intégré pour les sensations douloureuses. Ce système porte un nom scientifique précis, les voies descendantes de modulation de la douleur. Ce terme désigne un ensemble de circuits nerveux qui partent du cerveau et descendent vers la moelle épinière pour réguler les signaux de douleur avant même qu'ils n'atteignent notre conscience. C'est un peu comme un filtre ajustable qui peut atténuer ou amplifier les messages douloureux selon les circonstances. Le point de départ de ces voies se trouve dans le cortex préfrontal, cette région située à l'avant du cerveau, juste derrière le front. Cette zone cérébrale est particulièrement développée chez l'être humain et nous distingue des autres espèces animales. Elle est impliquée dans nos fonctions cognitives supérieures comme la prise de décision, la planification et la régulation émotionnelle. Lorsque nous pratiquons la méditation ou d'autres techniques de gestion mentale, cette région s'active fortement. Le cortex préfrontal envoie ensuite des signaux vers une structure plus profonde appelée le thalamus. Cette zone, située au centre du cerveau, fonctionne comme une station de relais pour presque toutes les informations sensorielles qui entrent dans notre cerveau. Le thalamus reçoit les signaux du cortex préfrontal et les transmet à d'autres régions qui vont poursuivre le processus de modulation de la douleur. Ces signaux voyagent ensuite vers plusieurs zones du cerveau, notamment une région appelée la substance grise périaqueducale, située dans le tronc cérébral. Malgré son nom complexe, cette structure joue un rôle fondamental. Elle coordonne la réponse du corps face à la douleur et au stress. Lorsqu'elle est activée, elle envoie des instructions vers des noyaux situés plus bas dans le tronc cérébral, notamment le noyau du raphe magnus. Ce dernier projette à son tour des fibres nerveuses qui descendent dans la moelle épinière jusqu'au niveau où arrivent les signaux de douleur provenant de diverses parties du corps. C'est à ce niveau, dans la moelle épinière, que se produit le blocage effectif des messages douloureux. Ce mécanisme intervient dans une zone précise appelée la corne dorsale de la moelle épinière. Dans cette région, les neurones qui transmettent l'information douloureuse peuvent être inhibés par les signaux descendants. Cette inhibition empêche ou réduit la transmission du message douloureux vers le cerveau. Le signal de douleur est ainsi filtré à la source, avant même que nous n'en prenions pleinement conscience. Le fonctionnement de ce système repose sur la libération de substances chimiques spécifiques, des neurotransmetteurs qui modulent la communication entre les neurones. Certains de ces neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la noradrénaline, jouent un rôle crucial dans ce processus. Ils sont libérés par les fibres descendantes et agissent comme des messagers chimiques qui peuvent soit amplifier, soit diminuer la transmission des signaux douloureux. L'efficacité de ce système varie considérablement d'une personne à l'autre. Certains individus possèdent naturellement un système de modulation de la douleur plus performant, ce qui explique en partie pourquoi la tolérance à la douleur diffère tant entre les personnes. Mais la bonne nouvelle est que ce système peut être renforcé par l'entraînement mental. Des études scientifiques ont démontré que les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation développent une activation plus efficace de ces voies descendantes. Par exemple, une recherche publiée dans la revue scientifique Pain a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pour observer l'activité cérébrale de méditants expérimentés soumis à des stimuli douloureux. Les résultats ont révélé une activation plus forte des régions impliquées dans la modulation descendante de la douleur, notamment le cortex préfrontal.
Ce qui est fascinant, c'est que ce système neurologique n'est pas un simple effet placebo, comme on pourrait le penser. Il s'agit d'un mécanisme biologique réel et mesurable. Lorsque les scientifiques bloquent pharmacologiquement certaines parties de ces voies descendantes, l'effet analgésique de la méditation diminue significativement, prouvant ainsi que ces circuits sont bien responsables de la réduction de la douleur observée. Il est important de comprendre que la douleur elle-même n'est pas un phénomène simple. Elle comporte plusieurs dimensions. La dimension sensorielle, où se situe la douleur, quelle est son intensité, la dimension affective, le caractère désagréable de la douleur, et la dimension cognitive, notre interprétation et nos pensées concernant cette douleur. Les voies descendantes de modulation agissent principalement sur les dimensions affectives et cognitives, modifiant notre réaction émotionnelle à la douleur sans nécessairement éliminer complètement la sensation. Ce système diffère fondamentalement de l'action des médicaments antidouleurs. Les analgésiques, comme les opioïdes, agissent directement sur les récepteurs de la douleur pour bloquer la transmission du signal. Ils sont efficaces, mais présentent des risques significatifs de dépendance et d'effets secondaires. Le paracétamol et les anti-inflammatoires, quant à eux, réduisent la production de substances qui sensibilisent les récepteurs de la douleur. Ces médicaments interviennent principalement sur les aspects physiques et chimiques de la douleur. En revanche, les voies descendantes de modulation activées par les techniques mentales fonctionnent de manière plus globale et personnalisée. Elles ne suppriment pas simplement le signal douloureux, mais modifient notre relation à la douleur. Cette approche présente plusieurs avantages. Elle est dépourvue d'effets secondaires nocifs, ne crée pas de dépendance et peut même avoir des effets bénéfiques sur d'autres aspects de notre santé mentale, comme la réduction du stress et de l'anxiété. Le stress et l'anxiété ont d'ailleurs un impact significatif sur notre perception de la douleur. Lorsque nous sommes stressés, notre système nerveux sympathique s'active, libérant des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces substances préparent notre corps à réagir face au danger, mais elles amplifient également notre sensibilité à la douleur. C'est pourquoi une personne anxieuse ou stressée ressent généralement plus intensément une douleur qu'une personne détendue. Les techniques de gestion mentale de la douleur agissent en partie en réduisant cette réponse de stress. Elles activent le système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération. Cette activation parasympathique crée un environnement neurophysiologique plus favorable à l'activation des voies descendantes de modulation de la douleur. Un autre aspect fascinant de ces voies neurologiques est leur capacité à être activées par l'attention. Lorsque nous concentrons notre attention sur une région douloureuse du corps, avec une attitude d'acceptation et de curiosité, comme enseigné dans les pratiques méditatives, nous pouvons influencer directement l'activité des voies descendantes. À l'inverse, lorsque nous tentons d'ignorer ou de lutter contre la douleur, nous créons souvent une tension qui peut désactiver ces mêmes voies. Les recherches ont également mis en évidence que l'activation de ces circuits neurologiques ne dépend pas uniquement de facteurs individuels. Le contexte social et environnemental joue aussi un rôle important. Par exemple, des études ont montré que la présence d'un proche aimant peut renforcer l'activation des voies descendantes de modulation, réduisant ainsi la perception de la douleur. Cela explique en partie pourquoi le soutien social est si important pour les personnes souffrant de douleurs chroniques. L'état émotionnel influence également l'efficacité de ces voies. Des émotions positives comme la joie ou la sérénité facilitent l'activation des circuits inhibiteurs de la douleur. À l'inverse, des émotions négatives comme la colère ou la dépression peuvent bloquer ces mêmes circuits, amplifiant ainsi la perception douloureuse. Cette interaction entre émotion et douleur explique pourquoi les approches thérapeutiques intégrant la gestion des émotions sont souvent efficaces pour traiter la douleur chronique. La découverte de ces voies neurologiques de modulation de la douleur représente un pont fascinant entre les pratiques ancestrales et la science moderne. Ce que les moines bouddhistes ont intuitivement développé à travers des siècles d'observation et d'expérimentation
Les neuroscientifiques le confirment aujourd'hui avec leur technologie d'imagerie cérébrale et leurs études cliniques. Cette convergence entre sagesse ancienne et science contemporaine nous invite à repenser notre approche de la douleur. Plutôt que de considérer la douleur uniquement comme un problème médical nécessitant une intervention extérieure, nous pouvons également l'aborder comme une expérience que nous pouvons apprendre à moduler de l'intérieur grâce aux capacités naturelles de notre propre cerveau. La compréhension de ces mécanismes neurologiques ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. Si notre cerveau possède cette capacité innée à moduler la douleur, comment pouvons-nous renforcer et optimiser ce système naturel? Les techniques de méditation représentent une approche, mais d'autres méthodes existent également. La question n'est plus seulement de savoir comment supprimer la douleur, mais comment travailler avec notre neurobiologie pour transformer notre relation à l'expérience douloureuse. Ces mécanismes neurologiques complexes ne fonctionnent pas seulement avec notre pensée rationnelle. Ils répondent également à des substances chimiques naturellement produites par notre corps, notamment les endorphines et d'autres molécules similaires aux opiacés qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la douleur. Ces substances, véritables médicaments internes, peuvent être libérées en quantité plus importante grâce à certaines pratiques mentales. Chapitre 3. La chimie du bien-être. Endorphines et autres molécules naturelles. Saviez-vous que votre corps fabrique sa propre pharmacie intérieure capable de soulager la douleur? Notre organisme produit naturellement des substances aux effets puissants qui peuvent transformer notre expérience de la douleur. Les voies neurologiques que nous avons explorées ne fonctionnent pas à vide. Elles s'appuient sur des messagers chimiques qui circulent dans notre système nerveux. Parmi ces messagers, certains jouent un rôle particulièrement important dans la gestion de la douleur. Ces substances, produites naturellement par notre corps, peuvent avoir des effets aussi puissants que certains médicaments. Les plus célèbres de ces molécules sont les endorphines, dont le nom vient de la contraction de deux termes, endogène, qui signifie produit à l'intérieur du corps, et morphine, ce puissant analgésique utilisé en médecine. Cette appellation n'est pas le fruit du hasard. Les endorphines présentent en effet une structure moléculaire qui ressemble à celle de la morphine et agissent sur les mêmes récepteurs dans le cerveau. La découverte de ces molécules représente une avancée majeure dans notre compréhension de la douleur. C'est en 1975 que deux chercheurs, John Hughes et Hans Kosterlitz, ont identifié pour la première fois ces substances dans le cerveau de porc. Cette découverte a révolutionné la science de la douleur en montrant que le corps possède son propre système naturel d'analgésie. Les endorphines se fixent sur des récepteurs spécifiques appelés récepteurs opioïdes, présents dans de nombreuses régions du cerveau et de la moelle épinière. Lorsqu'elles se lient à ces récepteurs, elles déclenchent une cascade de réactions qui aboutit à la réduction de la transmission des signaux de douleur. En même temps, elles activent les circuits de récompense du cerveau, ce qui explique la sensation de bien-être qui accompagne souvent leur libération. Notre corps produit des endorphines dans diverses situations, pendant un exercice physique intense, lors d'un rire partagé, durant certaines pratiques méditatives et même pendant les relations sexuelles. Ces moments de bien-être ne sont pas anodins, ils correspondent à une véritable chimie cérébrale qui s'active pour nous faire du bien. Ce qui est particulièrement intéressant pour notre sujet, c'est que la méditation peut considérablement augmenter la production de ces substances. Des études scientifiques ont démontré qu'un pratiquant expérimenté peut multiplier par 3 sa production d'endorphines en seulement 20 minutes de méditation ciblée. Cette augmentation explique en partie pourquoi la méditation peut effectivement réduire la perception de la douleur. Les endorphines ne sont pas les seules molécules impliquées dans ce processus. Les encéphalines, une autre classe de neuropeptides, jouent également un rôle crucial. Plus petites que les endorphines, les encéphalines agissent principalement au niveau local, dans des régions spécifiques du cerveau et de la moelle épinière. Elles interviennent notamment dans le thalamus et la substance grise périaqueducale, des structures clés dans la modulation de la douleur que nous avons évoquée précédemment. Les encéphalines ont une durée d'action plus courte que les endorphines.
mais leur production peut être plus ciblée. Elles sont particulièrement impliquées dans la régulation des douleurs aiguës, tandis que les endorphines jouent un rôle plus important dans la gestion des douleurs chroniques et des états émotionnels associés. Un autre neurotransmetteur essentiel dans ce processus est la sérotonine. Souvent appelée hormone du bonheur, la sérotonine influence notre humeur, notre sommeil, notre appétit, mais aussi notre perception de la douleur. Elle joue un rôle majeur dans les voies descendantes de modulation de la douleur que nous avons décrites dans le chapitre précédent. Lorsque nous pratiquons la méditation ou d'autres techniques de gestion mentale, le taux de sérotonine augmente dans certaines régions du cerveau. Cette augmentation renforce l'efficacité des voies inhibitrices de la douleur et contribue à créer un état de calme et de bien-être. C'est d'ailleurs sur ce mécanisme qu'agissent certains antidépresseurs utilisés dans le traitement des douleurs chroniques. La noradrénaline est également impliquée dans ce processus. Ce neurotransmetteur, associé à l'état d'alerte et à la réponse au stress, participe aussi paradoxalement à l'inhibition de la douleur. Dans les voies descendantes, la noradrénaline contribue à bloquer la transmission des signaux douloureux au niveau de la moelle épinière. Ce balai chimique complexe explique pourquoi notre perception de la douleur n'est jamais constante. Elle varie en fonction de nombreux facteurs, notamment notre état émotionnel et mental. Un même stimulus douloureux sera perçu très différemment selon que nous sommes détendus et que notre production d'endorphines est élevée, ou que nous sommes stressés et que notre système est appauvri en ses molécules de bien-être. Le stress chronique a justement un impact particulièrement néfaste sur ce système. Lorsque nous sommes constamment stressés, notre corps produit en excès une hormone appelée cortisol. À long terme, cette surproduction perturbe l'équilibre de nos neurotransmetteurs et réduit notre capacité à produire naturellement des endorphines et autres molécules apaisantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes souffrant de stress chronique sont souvent plus sensibles à la douleur. À l'inverse, les pratiques qui activent le système nerveux parasympathique, comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga, favorisent la production de ces substances bénéfiques. Ces pratiques créent un environnement physiologique propice à la libération d'endorphines et d'encéphalines, renforçant ainsi nos défenses naturelles contre la douleur. L'impact de ces molécules ne se limite pas à la perception de la douleur. Elles influencent également notre système immunitaire et notre réponse inflammatoire. Des études ont montré que les endorphines peuvent réduire la production de certaines cytokines pro-inflammatoires, ces messagers chimiques qui contribuent à l'inflammation et souvent à la douleur qui l'accompagne. Par ailleurs, ces substances naturelles améliorent notre humeur générale, réduisent l'anxiété et favorisent un sentiment de bien-être. Cet effet positif sur notre état mental crée un cercle vertueux. Moins anxieux, nous produisons plus d'endorphines, ce qui réduit notre perception de la douleur, ce qui à son tour diminue notre anxiété. La particularité de ces molécules naturelles par rapport aux médicaments antidouleurs est leur action ciblée et équilibrée. Contrairement aux opioïdes synthétiques qui peuvent provoquer une dépendance et des effets secondaires importants, nos endorphines et encéphalines agissent précisément là où c'est nécessaire, sans perturber l'ensemble de notre système. Leur action est aussi plus subtile et plus complète. Alors que les médicaments ciblent généralement un seul type de récepteur ou de voie de signalisation, nos molécules naturelles agissent sur plusieurs systèmes simultanément, créant un effet global plus harmonieux et plus durable. Comment stimuler naturellement la production de ces précieuses substances? La méditation, comme nous l'avons vu, est particulièrement efficace. Des recherches menées à l'Université du Wisconsin ont démontré que les méditants expérimentés présentent une activité accrue dans les régions cérébrales riches en récepteurs aux endorphines. Cette activation est directement corrélée à leur capacité à réduire leur perception de la douleur. L'exercice physique constitue également un puissant stimulant. Ce que les sportifs appellent l'euphorie du coureur correspond en réalité à une libération massive d'endorphines après un effort soutenu. 30 minutes d'activité physique modérée suffisent à déclencher cette production bénéfique. Le rire et les interactions sociales positives
stimulent aussi la libération de ces molécules du bien-être. Des études ont montré qu'une séance de rire sincère peut augmenter significativement le taux d'endorphine dans le sang pendant plusieurs heures. De même, le contact physique bienveillant, comme une étreinte ou un massage, favorise leur production. Certains aliments peuvent également influencer indirectement la production de ces substances. Le chocolat noir, par exemple, contient des composés qui peuvent stimuler la libération d'endorphines. De même, les aliments épicés provoquent une légère douleur qui déclenche en réponse une production compensatoire de ces molécules apaisantes. La musique représente un autre moyen puissant d'activer ce système. Des études d'imagerie cérébrale ont révélé que l'écoute d'une musique que nous aimons particulièrement active les mêmes circuits de récompense que ceux stimulés par les endorphines, créant un état propice à la gestion de la douleur. Ces différentes approches peuvent être combinées pour maximiser leurs effets. Par exemple, pratiquer une méditation guidée accompagnée de musique douce après une séance d'exercice modéré crée des conditions optimales pour la production de ces substances bénéfiques. Il est important de noter que, comme tout système biologique, notre pharmacie intérieure fonctionne selon un principe d'équilibre. Une surproduction constante d'endorphines, par exemple via l'usage de drogues ou de comportements addictifs, peut conduire à une désensibilisation des récepteurs et à une diminution de notre capacité naturelle à produire ces substances. C'est d'ailleurs l'un des mécanismes qui explique le développement des addictions. À l'inverse, une pratique régulière et modérée de techniques naturelles comme la méditation renforce progressivement notre système sans l'épuiser. Cette approche respectueuse de notre physiologie permet d'améliorer durablement notre capacité à gérer la douleur. La découverte de ce système chimique interne a profondément transformé notre compréhension de la douleur. Nous savons maintenant que notre corps ne subit pas passivement la douleur. Il possède des ressources innées pour la moduler. Ces ressources peuvent être consciemment activées et renforcées par des pratiques appropriées. Cette connaissance nous donne une autonomie nouvelle face à la douleur. Sans rejeter l'apport essentiel des traitements médicaux dans certaines situations, nous pouvons développer notre capacité à influencer notre expérience douloureuse de l'intérieur en mobilisant nos propres ressources biologiques. La richesse de cette chimie cérébrale nous rappelle que la frontière entre l'esprit et le corps est beaucoup plus poreuse que nous ne l'imaginions. Chaque pensée, chaque émotion, chaque pratique mentale se traduit par des changements biologiques concrets qui influencent notre expérience physique. Pour tirer pleinement parti de ce système naturel, il est essentiel de comprendre que son efficacité repose en grande partie sur la régularité de la pratique. Une méditation occasionnelle produira certainement des effets bénéfiques momentanés, mais c'est la pratique quotidienne qui transforme durablement nos circuits neuronaux et optimise notre production d'endorphines et autres molécules du bien-être. Cette pratique régulière commence souvent par l'apprentissage de techniques de respiration appropriées, véritable porte d'entrée vers la modulation consciente de notre chimie cérébrale et par conséquent de notre perception de la douleur. Chapitre 4. La respiration consciente, fondement de toute pratique. Avez-vous remarqué comment votre respiration change automatiquement quand vous ressentez une douleur soudaine ? Elle devient souvent rapide, superficielle. Parfois même vous la retenez sans vous en rendre compte. Et si ce simple souffle pouvait devenir votre premier outil pour transformer votre expérience de la douleur ? Dans les chapitres précédents, nous avons exploré les mécanismes neurologiques et les substances chimiques naturelles qui permettent à notre corps de moduler la douleur. Ces systèmes sophistiqués ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont profondément influencés par notre façon de respirer. La respiration constitue en effet la porte d'entrée la plus directe et la plus accessible pour agir sur notre système nerveux et, par conséquent, sur notre perception de la douleur. La respiration consciente n'est pas simplement une technique de relaxation. C'est un processus physiologique précis qui active des mécanismes biologiques spécifiques capables de transformer notre relation à la douleur. Pour comprendre son efficacité,
nous devons d'abord examiner comment fonctionne une respiration optimale pour la gestion de la douleur. Le cycle respiratoire idéal suit un rythme précis, souvent résumé par la formule 5-2-7. Cela signifie une inspiration lente par le nez pendant 5 secondes, suivie d'une légère pause de 2 secondes, puis d'une expiration prolongée de 7 secondes. Cette séquence n'est pas arbitraire. Elle est spécifiquement conçue pour maximiser l'activation du système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente et la récupération du corps. Lors de l'inspiration de 5 secondes, l'air doit entrer exclusivement par le nez. Cette entrée nasale présente plusieurs avantages. L'air est filtré, réchauffé et humidifié avant d'atteindre les poumons. Plus importante encore, la respiration nasale stimule la production d'oxyde nitrique, une molécule qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins et améliore l'oxygénation des tissus. La pause de 2 secondes après l'inspiration n'est pas un simple temps mort. Elle permet à l'oxygène de se diffuser pleinement dans les alvéoles pulmonaires et d'optimiser les échanges gazeux. C'est un moment d'intégration physiologique essentiel pour maximiser les bénéfices de chaque respiration. L'expiration de 7 secondes, plus longue que l'inspiration, constitue la phase la plus importante du cycle. Cette expiration prolongée active particulièrement le nerf vague, un élément central du système nerveux parasympathique. L'activation de ce nerf entraîne une cascade d'effets bénéfiques: ralentissement du rythme cardiaque, baisse de la pression artérielle, réduction de la production de cortisol, l'hormone du stress, et détente musculaire généralisée. Cette séquence respiratoire influence directement notre physiologie de plusieurs façons qui contribuent à réduire la perception de la douleur. Tout d'abord, elle diminue le taux de cortisol dans le sang. Cette hormone, produite en excès en situation de stress, sensibilise nos récepteurs à la douleur, rendant les sensations douloureuses plus intenses. En réduisant sa concentration, nous abaissons naturellement notre seuil de sensibilité à la douleur. Ensuite, la respiration profonde détend progressivement les muscles du corps. Lorsque nous ressentons une douleur, nous avons tendance à contracter inconsciemment certains muscles, particulièrement autour de la zone douloureuse. Ces tensions musculaires comprimant les vaisseaux sanguins limitent la circulation et peuvent créer des douleurs secondaires qui s'ajoutent à la douleur initiale. La respiration consciente rompt ce cercle vicieux en permettant un relâchement musculaire progressif. Un aspect essentiel de cette technique réside dans l'utilisation correcte du diaphragme. Ce muscle en forme de dôme, situé sous les poumons, constitue notre principal muscle respiratoire. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont perdu l'habitude de l'utiliser pleinement, préférant une respiration thoracique superficielle qui mobilise principalement les muscles intercostaux. La respiration diaphragmatique, aussi appelée respiration abdominale, implique un mouvement visible du ventre pendant le cycle respiratoire. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, poussant légèrement les organes abdominaux vers le bas et créant une expansion de l'abdomen. À l'expiration, il remonte, permettant au ventre de s'aplatir naturellement. Cette utilisation complète du diaphragme permet d'accéder à une plus grande capacité pulmonaire et d'optimiser les échanges gazeux. Pour vérifier que vous utilisez correctement votre diaphragme, vous pouvez placer une main sur votre ventre et une autre sur votre poitrine. Pendant une respiration diaphragmatique correcte, la main sur le ventre doit se soulever davantage que celle sur la poitrine. Cette simple prise de conscience peut suffire à restaurer un schéma respiratoire plus naturel et plus bénéfique. L'oxygénation améliorée résultant de cette respiration profonde a des effets directs sur notre perception de la douleur. Un sang mieux oxygéné circule plus efficacement dans tout le corps, apportant les nutriments nécessaires aux tissus et facilitant l'élimination des déchets métaboliques qui peuvent contribuer à l'inflammation et à la douleur. Les zones douloureuses, souvent caractérisées par une inflammation locale, bénéficient particulièrement de cette meilleure circulation. Au niveau cérébral, la respiration consciente produit également des effets remarquables. Lorsque nous concentrons notre attention sur notre souffle, nous activons le cortex préfrontal, cette région du cerveau impliquée dans la régulation des émotions et la modulation de la douleur que nous avons évoquée précédemment.
Cette activation renforce les voies descendantes qui peuvent inhiber la transmission des signaux douloureux. Simultanément, l'attention portée à la respiration détourne naturellement notre conscience de la douleur. Ce déplacement d'attention n'est pas une simple distraction temporaire. Il s'agit d'un processus actif qui réoriente les ressources cognitives vers une expérience neutre ou positive, la respiration, plutôt que vers l'expérience douloureuse. Avec la pratique régulière, ce processus devient de plus en plus efficace. Un autre aspect fascinant de la respiration consciente est sa capacité à favoriser la production des substances évoquées dans le chapitre précédent. La respiration profonde et régulière stimule la libération d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs qui contribuent à notre bien-être et réduisent la perception de la douleur. C'est particulièrement vrai lorsque la respiration est pratiquée dans un état de calme mental, sans effort excessif ni tension. Pour intégrer efficacement cette technique dans la gestion de la douleur, il est recommandé de la pratiquer régulièrement, idéalement quotidiennement, même en l'absence de douleur. Cette pratique préventive permet de renforcer les circuits neuronaux associés à la respiration consciente, créant ainsi des autoroutes neurologiques qui seront plus facilement activées en cas de besoin. La pratique régulière établit progressivement un conditionnement entre la respiration consciente et un état de calme physique et mental. Après quelques semaines d'entraînement, le simple fait d'adopter ce mode respiratoire peut déclencher automatiquement une réponse de relaxation dans le corps, même face à une douleur ou un stress. Ce phénomène s'explique par la création de nouveaux circuits neuronaux qui associent le schéma respiratoire spécifique à un état physiologique particulier. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, la respiration consciente offre un outil particulièrement précieux. Contrairement à d'autres approches qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre en cas de douleur intense, la respiration reste accessible à tout moment. Elle ne nécessite aucun équipement, peut être pratiquée discrètement dans n'importe quelle situation et n'interfère pas avec d'autres traitements. De plus, cette technique redonne un sentiment de contrôle face à la douleur. Les personnes qui souffrent chroniquement se sentent souvent impuissantes, à la merci de sensations qu'elles ne peuvent pas maîtriser. La respiration consciente leur offre un moyen concret d'agir sur leur expérience, de devenir acteurs plutôt que victimes de leurs conditions. Il est important de noter que l'efficacité de cette approche augmente avec la pratique. Les premiers essais peuvent sembler peu concluants, voire frustrants. Il est normal de rencontrer des difficultés initiales. L'esprit peut vagabonder. La respiration peut redevenir superficielle sans qu'on s'en aperçoive, où l'attention peut être constamment ramenée vers la douleur. Ces obstacles font partie du processus d'apprentissage et diminuent progressivement avec la persévérance. Une session quotidienne de 10 à 15 minutes constitue un bon point de départ. Progressivement, cette pratique formelle s'étend naturellement à d'autres moments de la journée. La respiration consciente devient alors non plus seulement un exercice isolé, mais une façon d'être qui imprègne les activités quotidiennes. Pour faciliter l'apprentissage, de nombreuses applications et enregistrements audio proposent des guidances qui aident à maintenir le rythme respiratoire optimal. Ces supports peuvent être particulièrement utiles au début de la pratique, avant que le rythme 5-2-7 ne devienne naturel et automatique. La simplicité de cette technique ne doit pas faire oublier sa puissance. La respiration est le seul processus physiologique qui est à la fois automatique et sous notre contrôle volontaire. Cette double nature en fait un pont unique entre les fonctions inconscientes du corps et notre conscience. En modifiant volontairement notre respiration, nous pouvons influencer des processus physiologiques normalement autonomes, y compris ceux impliqués dans la perception de la douleur. Les bénéfices de la respiration consciente s'étendent bien au-delà de la gestion de la douleur. Cette pratique améliore la qualité du sommeil, réduit l'anxiété, renforce le système immunitaire et augmente la clarté mentale. Ces effets secondaires positifs créent un cercle vertueux qui soutient indirectement la gestion de la douleur. Un meilleur sommeil, par exemple, renforce notre résilience face à la douleur, tandis qu'une réduction de l'anxiété diminue la tension musculaire qui peut l'exacerber.
La respiration consciente n'est pas seulement un outil thérapeutique, c'est aussi une porte d'entrée vers des pratiques plus avancées de gestion mentale de la douleur. Une fois le contrôle du souffle bien établi, il devient possible d'explorer des techniques plus sophistiquées comme la méditation de pleine conscience ou la visualisation guidée. Ces pratiques s'appuient sur la base solide fournie par la maîtrise de la respiration. Les scientifiques continuent d'explorer les mécanismes précis par lesquels la respiration influence notre perception de la douleur. Les technologies d'imagerie cérébrale nous permettent désormais d'observer en temps réel comment différents schémas respiratoires affectent l'activité de régions spécifiques du cerveau impliquées dans le traitement de la douleur. Chapitre 5. Les preuves scientifiques par imagerie cérébrale. Comment pouvons-nous être certains que ces techniques mentales fonctionnent réellement contre la douleur? Est-ce simplement un effet de notre imagination ou existe-t-il des preuves concrètes de leur efficacité? La respiration consciente que nous venons d'explorer représente la fondation sur laquelle reposent toutes les pratiques de gestion mentale de la douleur. Son efficacité n'est pas seulement ressentie subjectivement par les pratiquants, elle est désormais visible et mesurable grâce aux technologies modernes d'imagerie cérébrale. Ces outils sophistiqués nous permettent littéralement de voir comment le cerveau traite la douleur et comment les techniques méditatives modifient cette activité. Lorsque des chercheurs placent des méditants expérimentés dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ils peuvent observer en temps réel les changements d'activité dans différentes régions cérébrales pendant que ces personnes pratiquent leur technique face à un stimulus douloureux. Ces observations révèlent des modifications remarquables dans des zones spécifiques du cerveau. L'une des découvertes les plus significatives concerne une région appelée l'insula antérieure. Cette structure, située profondément dans le cerveau, joue un rôle crucial dans le traitement des aspects émotionnels de la douleur. Elle est particulièrement active lorsque nous ressentons une douleur comme désagréable, angoissante ou menaçante. Les scanners cérébraux montrent que chez les méditants expérimentés, l'activité de l'insula antérieure diminue significativement face à un stimulus douloureux. Cette réduction ne signifie pas que la personne ne perçoit plus la sensation douloureuse, mais plutôt qu'elle ne déclenche plus la même réaction émotionnelle négative. Une autre région qui montre des changements notables est le cortex cingulaire antérieur. Cette zone cérébrale est impliquée dans l'évaluation cognitive et émotionnelle de la douleur. Elle contribue fortement à notre tendance à anticiper négativement la douleur ou à ruminer sur son caractère insupportable. Chez les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation, cette région présente également une activité réduite face à un stimulus douloureux. Cette diminution explique pourquoi les méditants expérimentés rapportent souvent que même si la sensation physique de douleur reste présente, elle devient beaucoup moins perturbante émotionnellement. Ces changements ne se limitent pas à une simple réduction d'activité dans certaines zones. Les chercheurs observent également une augmentation significative de l'activité dans le cortex préfrontal, particulièrement dans sa partie médiane. Cette région est associée aux fonctions cognitives supérieures comme l'attention, la prise de décision et la régulation émotionnelle. Son activation renforcée pendant la méditation suggère que les pratiquants développent une meilleure capacité à observer leurs sensations douloureuses avec recul et discernement, sans être submergés émotionnellement. Plus fascinante encore, les études d'imagerie révèlent des modifications dans les connexions entre différentes régions cérébrales. Par exemple, les liens entre le cortex préfrontal et l'amygdale, un centre cérébral impliqué dans le traitement de la peur et des réactions émotionnelles intenses, se renforcent considérablement avec la pratique méditative. Ce renforcement permet une meilleure régulation des émotions négatives associées à la douleur. Une étude particulièrement révélatrice, menée par l'équipe du professeur Antoine Lutz à l'Université du Wisconsin, a comparé l'activité cérébrale de méditants ayant plus de 10 000 heures de pratique à celle de débutants face à un même stimulus douloureux. Les résultats ont montré que les pratiquants expérimentés présentaient non seulement des réactions cérébrales différentes pendant l'expérience douloureuse, mais également des activations distinctes
avant même l'apparition de la douleur. Cette observation suggère que la méditation à long terme reconfigure les circuits cérébraux impliqués dans l'anticipation de la douleur, réduisant ainsi l'anxiété préparatoire qui amplifie souvent l'expérience douloureuse. D'autres recherches ont utilisé une technique appelée électroencéphalographie, EEG, pour mesurer les ondes cérébrales des méditants. Ces études ont révélé une augmentation significative des ondes alpha et θ pendant les pratiques méditatives. Ces types d'ondes cérébrales sont associés à un état de relaxation alerte et à une meilleure intégration des informations sensorielles, incluant la douleur. Cette modification du schéma d'activité électrique du cerveau reflète un état mental particulier, ni totalement détendu, ni complètement focalisé, qui semble optimal pour gérer les sensations douloureuses. Pour comprendre l'ampleur de ces découvertes, il est important de souligner que ces changements d'activité cérébrale ne sont pas de simples corrélations. Des protocoles expérimentaux rigoureux ont été mis en place pour établir un lien causal entre la pratique méditative et les modifications observées. Par exemple, des chercheurs ont suivi des groupes de personnes avant et après un programme intensif de méditation, comparant leur activité cérébrale face à des stimuli douloureux identiques. Les résultats montrent clairement que les changements observés sont bien dus à la pratique méditative et non à d'autres facteurs. Une question légitime concerne le temps nécessaire pour observer ces modifications cérébrales. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, certains changements apparaissent relativement rapidement. Des études ont montré des modifications mesurables dans l'activité de l'insula et du cortex cingulaire antérieur après seulement 8 semaines de pratique régulière. Bien sûr, ces changements s'approfondissent et se stabilisent avec des années de pratique, mais il est encourageant de constater que des bénéfices significatifs peuvent être obtenus dans un délai relativement court. D'autres recherches se sont intéressées aux aspects structurels du cerveau. Au-delà de l'activité fonctionnelle, les techniques d'imagerie permettent également d'observer des modifications dans la structure même du cerveau. Des études de morphométrie cérébrale ont révélé une augmentation de la densité de matière grise dans certaines régions chez les méditants de longue date. Cette matière grise, composée principalement des corps cellulaires des neurones, est plus dense notamment dans le cortex préfrontal et l'insula, 2 régions clés pour la gestion de la douleur. Ces changements structurels suggèrent que la méditation ne modifie pas seulement temporairement l'activité cérébrale, mais induit des transformations durables dans l'architecture même du cerveau. Pour comprendre ce qui se passe plus précisément au niveau cellulaire, des chercheurs ont également examiné comment la méditation affecte la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales. Leurs travaux montrent que la pratique régulative de l'attention, au cœur de nombreuses formes de méditation, stimule la création de nouvelles synapses dans les régions impliquées dans la régulation émotionnelle et le traitement sensoriel. Cette multiplication des connexions offre au cerveau plus d'options pour traiter les signaux de douleur, les intégrer différemment et potentiellement les moduler plus efficacement. Un aspect particulièrement intéressant concerne les différences observées entre les méditants novices et expérimentés. Chez les débutants, on observe généralement une forte activité dans les régions cérébrales liées à l'effort attentionnel, comme le cortex préfrontal dorsolatéral. Cette activation reflète l'effort conscient nécessaire pour maintenir l'attention sur l'objet de méditation et ne pas se laisser distraire par les sensations douloureuses. Chez les méditants expérimentés, en revanche, cette activité liée à l'effort diminue, tandis que les régions associées à l'attention soutenue sans effort, comme le cortex cingulaire antérieur, montrent une activation plus stable. Cette évolution suggère que la gestion mentale de la douleur devient progressivement plus naturelle et moins coûteuse cognitivement avec la pratique. Ces découvertes scientifiques sont d'autant plus remarquables qu'elles établissent un pont entre des pratiques ancestrales vieilles de plusieurs millénaires et la science la plus contemporaine. Ce que les moines bouddhistes ont découvert par l'observation minutieuse de leur propre esprit, les neuroscientifiques le confirment aujourd'hui avec leurs appareils sophistiqués. Cette convergence entre sagesse traditionnelle et validation scientifique renforce la crédibilité de ces approches et ouvre la voie à leur intégration plus large dans les protocoles médicaux modernes.
il est important de souligner que ces recherches ne suggèrent pas que la méditation crée un cerveau fondamentalement différent ou supérieur. Ce qu'elles montrent, c'est que le cerveau humain possède naturellement des capacités de modulation de la douleur que la méditation permet d'optimiser. Ces capacités sont présentes chez chacun de nous. La pratique méditative ne fait que les révéler et les renforcer. Ces découvertes ont des implications pratiques considérables. Si nous savons quelles régions cérébrales sont impliquées dans la modulation réussie de la douleur, nous pouvons concevoir des pratiques méditatives plus ciblées et potentiellement plus efficaces. Par exemple, certains protocoles récents se concentrent spécifiquement sur l'entraînement à la régulation des émotions négatives associées à la douleur, ciblant précisément l'activité de l'insula antérieure. De même, la compréhension des différences entre cerveaux de méditants novices et expérimentés permet d'adapter les instructions et les attentes selon le niveau de pratique. Un débutant pourra ainsi être guidé progressivement vers des états d'attention qui deviendront de moins en moins coûteux en effort mental, suivant une trajectoire d'apprentissage optimisée par les connaissances neuroscientifiques. Au-delà de la validation scientifique, ces recherches offrent aussi un précieux encouragement aux pratiquants. Savoir que ces techniques produisent des effets mesurables et objectifs peut renforcer la motivation et la confiance, particulièrement dans les moments difficiles où les bénéfices subjectifs peuvent sembler moins évidents. Ces avancées scientifiques nous invitent à considérer la douleur non plus comme une simple sensation à supprimer, mais comme une expérience complexe impliquant de multiples régions cérébrales interconnectées. Cette vision plus nuancée ouvre la voie à des approches thérapeutiques plus sophistiquées et personnalisées. La respiration consciente que nous avons explorée précédemment constitue une porte d'entrée privilégiée vers ces modifications cérébrales bénéfiques. Elle prépare le terrain neurophysiologique pour des pratiques plus avancées qui permettent d'explorer en profondeur les sensations corporelles et de transformer notre relation à celles-ci, notamment à travers la technique du scan corporel. Chapitre 6. La technique du scan corporel et la conscience des sensations. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous avez mal quelque part, votre attention reste fixée sur cette zone comme captive de la douleur? Et si vous pouviez apprendre à déplacer cette attention de façon précise et délibérée dans tout votre corps? Les images cérébrales nous ont montré comment la méditation transforme l'activité de notre cerveau face à la douleur. Ces changements ne se produisent pas par magie, mais grâce à des pratiques précises et méthodiques. Parmi ces techniques, le scan corporel occupe une place privilégiée. Cette pratique ancestrale, développée et affinée pendant des siècles dans les monastères tibétains, représente un outil puissant pour transformer notre relation à la douleur. Le scan corporel, également appelé balayage corporel, est une technique méditative qui consiste à porter successivement son attention sur chaque partie du corps, des orteils jusqu'au sommet du crâne. Cette exploration systématique permet de développer une conscience aiguisée de nos sensations physiques et de découvrir des aspects de notre expérience corporelle qui échappent habituellement à notre attention. Lorsque nous souffrons, notre corps réagit automatiquement en créant des tensions musculaires. Ces contractions sont initialement une réponse protectrice. Nous raidissons certains muscles pour limiter les mouvements qui pourraient aggraver la douleur ou pour protéger la zone blessée. Le problème survient lorsque ces tensions persistent au-delà de leur utilité immédiate. Elles deviennent alors chroniques et créent des déséquilibres posturaux qui génèrent à leur tour de nouvelles douleurs. Le scan corporel permet de repérer ces tensions secondaires, souvent inconscientes. En portant une attention précise à chaque zone du corps, nous pouvons identifier ces contractions involontaires et apprendre à les relâcher délibérément. Ce processus libère les tissus, améliore la circulation sanguine dans les zones tendues et réduit les douleurs additionnelles causées par ces tensions chroniques. La pratique formelle du scan corporel commence par s'installer dans une position confortable, allongée de préférence, ou assise si s'allonger n'est pas possible. L'environnement doit être calme, avec une température agréable. Les yeux sont généralement fermés pour favoriser l'attention intérieure, bien que certaines traditions proposent de les maintenir légèrement entr'ouverts. Une fois installé confortablement,
le pratiquant commence par prendre conscience de sa respiration, utilisant les techniques décrites précédemment pour établir un rythme calme et régulier. Cette phase préparatoire permet d'apaiser l'esprit et de créer les conditions favorables à une exploration attentive du corps. L'attention se dirige ensuite vers les orteils du pied gauche. Il s'agit simplement de ressentir cette partie du corps telle qu'elle est, sans chercher à modifier quoi que ce soit dans un premier temps. Quelles sensations sont présentes? Peut-être une légère pulsation, une sensation de chaleur ou de fraîcheur, de légèreté ou de lourdeur, ou parfois aucune sensation particulière. Toutes ces expériences sont accueillies avec la même curiosité bienveillante. Après avoir observé attentivement les sensations dans les orteils pendant quelques respirations, l'attention se déplace progressivement vers la plante du pied gauche, puis le talon, la cheville, le mollet, et ainsi de suite en remontant lentement le long de la jambe gauche. À chaque étape, on prend le temps d'explorer pleinement les sensations présentes, sans jugement ni interprétation. Ce processus se poursuit méthodiquement, couvrant la jambe droite, le bassin, l'abdomen, le dos, la poitrine, les épaules, les bras et les mains, le cou et finalement le visage et le crâne. Certaines traditions proposent de descendre d'abord du côté gauche, puis de remonter du côté droit, tandis que d'autres suggèrent d'explorer le corps par segments horizontaux. La progression exacte peut varier, mais le principe fondamental reste le même. Une exploration systématique et attentive de l'ensemble du corps. Lorsqu'une zone douloureuse est rencontrée au cours de ce balayage, une approche particulière est adoptée. Au lieu d'éviter cette région ou de s'y précipiter pour tenter de la réparer, le pratiquant apprend à s'en approcher graduellement, avec curiosité et sans aversion. Cette approche progressive permet d'explorer la douleur d'une manière radicalement différente de notre réaction habituelle. En s'approchant ainsi de la douleur, on découvre souvent qu'elle n'est pas une entité solide et homogène comme elle apparaît initialement. Elle se révèle plutôt être un ensemble complexe de sensations diverses, peut-être une pulsation, une sensation de chaleur, de picotement, de compression ou d'élancement. Cette décomposition de l'expérience douloureuse en ses éléments constitutifs la rend immédiatement plus gérable. On observe également que ces sensations ne sont pas statiques mais fluctuantes. Leur intensité varie subtilement d'un instant à l'autre. Parfois, de brefs moments d'apaisement apparaissent entre deux vagues de sensations intenses. Cette observation de l'impermanence des sensations douloureuses peut considérablement réduire l'anxiété qui accompagne souvent la douleur, particulièrement la peur qu'elle ne cesse jamais. Après avoir exploré attentivement les sensations présentes dans une zone douloureuse, le pratiquant apprend à relâcher consciemment les tensions musculaires qui entourent cette zone. Ce relâchement n'est pas une tentative de faire disparaître la douleur primaire, mais plutôt d'éliminer les souffrances secondaires créées par nos réactions automatiques à cette douleur. Le scan corporel révèle également comment notre corps réagit à la douleur de manière globale. Une douleur au genou, par exemple, peut entraîner des compensations dans la hanche, le dos ou même les épaules. En identifiant ce réseau de tensions interconnectées, nous pouvons défaire progressivement cette chaîne de réactions et rétablir un équilibre corporel plus harmonieux. Une dimension essentielle de cette pratique réside dans l'attitude adoptée. La douleur est abordée avec curiosité plutôt qu'avec résistance. Cette posture mentale d'investigation bienveillante transforme profondément notre expérience. Lorsque nous observons une sensation douloureuse comme un scientifique étudierait un phénomène naturel intéressant, nous créons une distance psychologique qui diminue immédiatement son impact émotionnel. Le langage intérieur utilisé pendant cette exploration joue également un rôle crucial. Au lieu de penser « j'ai mal au dos », formulation qui identifie totalement la personne à sa douleur, le pratiquant apprend à noter simplement « il y a » des sensations d'élancement dans la région lombaire. Cette reformulation apparemment simple crée une séparation salutaire entre le soi et l'expérience douloureuse. Avec une pratique régulière, cette technique développe ce que les bouddhistes appellent l'équanimité, une capacité à rester stable et serein face aux sensations agréables comme désagréables.
Cette qualité d'esprit permet de vivre la douleur sans y ajouter de souffrance supplémentaire par nos réactions d'aversion ou de peur. Le scan corporel peut être pratiqué selon différentes durées. Les débutants commencent souvent par des sessions de 10 à 15 minutes, tandis que les pratiquants expérimentés peuvent consacrer 45 minutes ou plus à une exploration complète et minutieuse du corps. La durée optimale dépend de nombreux facteurs, notamment l'expérience du pratiquant et la nature de la douleur à gérer. La régularité est plus importante que la durée des sessions. Une pratique quotidienne, même brève, produit des bénéfices plus substantiels qu'une longue session hebdomadaire. Cette constance permet d'intégrer progressivement une nouvelle façon d'habiter son corps et de développer une familiarité avec le paysage de ses sensations. Un des aspects remarquables de cette technique est sa capacité à révéler les schémas de tension que nous avons développés au fil des années. Chacun de nous porte une histoire inscrite dans son corps sous forme de tension chronique. Ces tensions reflètent souvent nos habitudes émotionnelles et mentales. En prenant conscience de ces schémas, nous gagnons la possibilité de les transformer. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, le scan corporel offre une approche particulièrement précieuse. Après des mois ou des années de douleur, beaucoup développent une relation d'adversité avec leur corps, le percevant comme un ennemi qui les trahit. Cette technique permet de restaurer une relation plus harmonieuse avec son corps, de le percevoir à nouveau comme un allié plutôt que comme une source de souffrance. Les recherches scientifiques confirment l'efficacité de cette approche. Des études utilisant l'imagerie cérébrale montrent que la pratique régulière du scan corporel modifie l'activité des régions cérébrales impliquées dans le traitement de la douleur, notamment l'insula et le cortex cingulaire antérieur. Ces modifications correspondent précisément à celles qui sont associées à une meilleure gestion de la douleur. D'autres études ont mesuré les effets du scan corporel sur des marqueurs biologiques du stress et de l'inflammation. Les résultats montrent une réduction significative du cortisol, l'hormone du stress, ainsi qu'une diminution des cytokines pro-inflammatoires chez les pratiquants réguliers. Ces changements biologiques créent un environnement physiologique moins propice au développement et à la persistance de la douleur. Au-delà de ses effets sur la douleur elle-même, cette pratique améliore également notre relation générale avec notre corps. Dans notre culture moderne, beaucoup vivent en grande partie dans leur tête, déconnectés de leur expérience corporelle. Le scan corporel restaure cette connexion essentielle, développant une intelligence somatique qui enrichit tous les aspects de notre vie. Cette reconnexion avec le corps influence positivement notre capacité à identifier et à exprimer nos émotions. Beaucoup d'émotions se manifestent d'abord par des sensations physiques subtiles que nous ne percevons pas clairement. En affinant notre conscience corporelle, nous devenons plus habiles à reconnaître ces signaux émotionnels précoces, ce qui nous permet de répondre plus adéquatement à nos besoins psychologiques. Le scan corporel représente également une préparation idéale pour des pratiques plus avancées de méditation. En établissant une conscience claire et stable des sensations corporelles, il crée une base solide pour explorer les dimensions plus subtiles de notre expérience, y compris nos schémas de pensée et nos réactions émotionnelles habituelles. Cette technique peut être adaptée à différentes situations et contraintes. Une version abrégée peut être pratiquée discrètement dans un bureau ou même dans les transports en commun. Cette flexibilité en fait un outil particulièrement utile pour gérer la douleur dans la vie quotidienne, au-delà des sessions formelles de méditation. Avec le temps et la pratique régulière, le scan corporel transforme profondément notre relation à la douleur. Ce qui était initialement perçu comme une menace devient progressivement un objet d'observation neutre. La douleur perd son pouvoir d'engendrer peur et résistance. Elle reste présente en tant que sensation, mais notre relation à cette sensation change radicalement. Cette transformation de notre relation à la douleur représente une étape cruciale vers une gestion plus efficace et autonome de notre expérience. Elle nous permet de sortir du cycle vicieux où la peur de la douleur crée des tensions qui amplifient cette même douleur. En observant nos sensations avec équanimité, nous créons les conditions d'un nouvel équilibre où la douleur peut être présente sans dominer notre vie.
Le scan corporel nous enseigne également que notre expérience de la douleur n'est pas simplement déterminée par des facteurs physiques, mais aussi par notre façon de percevoir et d'interpréter nos sensations. Cette compréhension ouvre la voie à une approche plus nuancée où nous apprenons à distinguer la douleur primaire des souffrances secondaires que nous y ajoutons par nos réactions mentales et émotionnelles. Shmae chapitre 7. La neuroplasticité et les changements cérébraux à long terme. Pourquoi certaines personnes obtiennent-elles des résultats spectaculaires avec les techniques de gestion mentale de la douleur, tandis que d'autres semblent stagner malgré leurs efforts? La réponse pourrait bien se trouver dans les transformations physiques qui se produisent dans notre cerveau. Le scan corporel que nous venons d'explorer constitue une pratique puissante qui permet non seulement d'observer nos sensations avec plus de précision, mais aussi de créer les conditions propices à de véritables transformations cérébrales. Car ce que nous faisons régulièrement avec notre esprit modifie littéralement la structure physique de notre cerveau. Cette capacité de transformation, connue sous le nom de neuroplasticité, représente l'un des aspects les plus fascinants des recherches récentes sur le cerveau humain. La neuroplasticité désigne cette faculté remarquable du cerveau à se réorganiser tout au long de notre vie en créant de nouvelles connexions neuronales et en modifiant les circuits existants. Longtemps, les scientifiques ont pensé que le cerveau adulte était fixe et immuable après une certaine période de développement. Aujourd'hui, nous savons que notre cerveau continue à évoluer et à s'adapter en fonction de nos expériences, nos apprentissages et nos pratiques régulières. Cette découverte a des implications profondes pour la gestion de la douleur. Elle signifie que les circuits cérébraux associés à l'expérience douloureuse ne sont pas figés définitivement. Ils peuvent être modifiés, remodelés et réorientés grâce à des pratiques mentales spécifiques et régulières. Les personnes souffrant de douleurs chroniques développent souvent des circuits neuronaux qui amplifient et perpétuent leur expérience douloureuse. La neuroplasticité nous offre la possibilité de reconfigurer ces circuits pour créer de nouveaux schémas plus favorables. Des études longitudinales ont suivi des personnes pratiquant la méditation quotidiennement pendant 8 semaines. Au terme de cette période relativement courte, les chercheurs ont pu observer des changements mesurables dans les voies cérébrales impliquées dans le traitement de la douleur. Ces modifications sont visibles grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle qui permet de visualiser l'activité du cerveau en temps réel. Un des changements les plus significatifs concerne l'épaisseur du cortex préfrontal. Cette région située à l'avant du cerveau, impliquée dans les fonctions exécutives comme la prise de décision et la régulation des émotions, montre une augmentation mesurable de son épaisseur chez les pratiquants réguliers. Cette densification correspond à une multiplication des connexions entre les neurones de cette zone, renforçant ainsi sa capacité à moduler les signaux de douleur. Les connexions entre différentes régions cérébrales se modifient également. Particulièrement importantes sont les liaisons entre l'amygdale, centre de traitement des émotions comme la peur, et le cortex préfrontal. Avec une pratique régulière, ces connexions deviennent plus nombreuses et plus efficaces, permettant une meilleure régulation des réactions émotionnelles face à la douleur. Concrètement, cela signifie que le pratiquant développe une capacité accrue à ne pas s'identifier à sa douleur ou à ne pas générer automatiquement de la peur ou de l'anxiété face à elle. La substance grise, qui contient les corps cellulaires des neurones, augmente également dans certaines régions clés impliquées dans la conscience corporelle et la modulation de la douleur. Cette augmentation a été observée notamment dans l'insula et le cortex sensoriel, deux régions essentielles pour l'intégration et l'interprétation des sensations corporelles, y compris la douleur. Ces changements structurels dans le cerveau expliquent pourquoi l'efficacité des techniques de gestion mentale augmente avec le temps et la pratique. Au début, les résultats peuvent sembler modestes ou inconsistants. Cela s'explique par le fait que les nouveaux circuits neuronaux sont encore en formation, comme des chemins à peine tracés. Avec la répétition régulière, ces chemins s'élargissent et se stabilisent, rendant l'accès à ces états de conscience plus facile et plus automatique. Un aspect fascinant de cette transformation cérébrale concerne l'importance de la régularité par rapport à la durée des séances.
Les recherches montrent clairement que 15 minutes quotidiennes produisent des changements cérébraux plus significatifs que 2 heures pratiquées une fois par semaine. Cette découverte s'explique par le fait que la neuroplasticité fonctionne selon un principe de répétition fréquente plutôt que d'intensité ponctuelle. Chaque fois que nous activons un circuit neuronal spécifique, nous le renforçons légèrement. C'est l'accumulation de ces petits renforcements quotidiens qui produit des changements durables. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, cette compréhension de la neuroplasticité offre un espoir considérable. Leur cerveau a souvent développé des circuits qui associent certains mouvements ou situations à la douleur, créant parfois une sensibilisation centrale où même des stimuli normalement inoffensifs sont interprétés comme douloureux. La neuroplasticité suggère que ces circuits peuvent être progressivement modifiés, permettant une diminution graduelle de cette hypersensibilité. La courbe d'apprentissage typique pour ces changements cérébraux suit généralement un schéma reconnaissable. Les premières semaines, les bénéfices peuvent sembler fluctuants et imprévisibles. Certains jours apportent des améliorations notables, tandis que d'autres semblent marquer un retour à la case départ. Cette variabilité est normale et correspond à la phase initiale où les nouveaux circuits sont encore fragiles et facilement perturbés par le stress ou la fatigue. Après environ 3 à 4 semaines de pratique quotidienne, beaucoup de personnes rapportent une première stabilisation des effets bénéfiques. Les moments de soulagement deviennent plus prévisibles et plus durables. Cette phase correspond à un renforcement initial des nouveaux circuits neuronaux. Vers la 8e semaine, des changements plus profonds commencent à se manifester. Non seulement la perception de la douleur se modifie, mais l'attitude générale face à celle-ci évolue également. La douleur perd progressivement son caractère menaçant et envahissant. Cette transformation correspond aux modifications structurelles du cerveau que les scanners peuvent désormais visualiser. Après plusieurs mois de pratique régulière, les bénéfices s'intègrent de façon plus permanente. Les techniques deviennent plus automatiques, nécessitant moins d'efforts conscients. Cette automatisation reflète l'établissement solide des nouveaux circuits neuronaux et la diminution de l'activité dans les régions cérébrales associées à l'effort mental. Un aspect particulièrement encourageant de la neuroplasticité concerne son fonctionnement à tout âge. Bien que la plasticité soit maximale pendant l'enfance, le cerveau adulte conserve une capacité remarquable à se transformer. Des études ont montré des changements significatifs même chez des participants âgés de plus de 70 ans. Cette découverte contredit la croyance populaire selon laquelle les personnes âgées seraient moins capables d'apprendre de nouvelles compétences ou d'adopter de nouvelles stratégies face à la douleur. La neuroplasticité explique également pourquoi les bienfaits de ces pratiques s'étendent au-delà de la simple gestion de la douleur. Les mêmes circuits neuronaux qui nous permettent de réguler notre perception de la douleur interviennent aussi dans d'autres aspects de notre vie émotionnelle et cognitive. Ainsi, les personnes qui pratiquent régulièrement ces techniques rapportent souvent des améliorations dans leur gestion du stress, leur qualité de sommeil, leur concentration et même leurs relations interpersonnelles. Un facteur crucial pour optimiser cette plasticité cérébrale est l'attention consciente. Les changements neuronaux les plus significatifs se produisent lorsque nous accordons une attention pleine et entière à ce que nous faisons. Une pratique distraite ou mécanique, même régulière, produit des effets beaucoup plus limités. C'est pourquoi la qualité de l'attention pendant les exercices, comme le scan corporel, est si importante pour favoriser les transformations cérébrales bénéfiques. L'état émotionnel pendant la pratique influence également l'efficacité de ces changements neuronaux. Un état d'ouverture, de curiosité et de bienveillance envers soi-même facilite la neuroplasticité positive. À l'inverse, pratiquer dans un état de frustration, d'impatience ou d'autocritique peut limiter les bénéfices. Cette dimension émotionnelle explique pourquoi l'attitude intérieure cultivée pendant les pratiques méditatives est aussi importante que la technique elle-même. Les recherches récentes ont également mis en évidence le rôle du sommeil dans la consolidation de ces changements cérébraux. Pendant que nous dormons, notre cerveau rejoue les activités importantes de la journée, renforçant les connexions neuronales correspondantes.
Une bonne nuit de sommeil après une séance de méditation amplifie donc les bénéfices de la pratique. Cette découverte souligne l'importance d'une approche globale où la gestion du sommeil complète les techniques de méditation. L'alimentation joue également un rôle dans ce processus de transformation cérébrale. Certains nutriments sont particulièrement importants pour la santé des neurones et la formation de nouvelles connexions. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras et certaines huiles végétales, favorisent la plasticité cérébrale. De même, les antioxydants, abondants dans les fruits et légumes colorés, protègent les neurones contre le stress oxydatif qui peut entraver la neuroplasticité. L'exercice physique modéré stimule également la production de facteurs neurotrophiques, des protéines qui favorisent la croissance et la connexion des neurones. Combiner une pratique méditative régulière avec une activité physique adaptée crée des conditions optimales pour la transformation cérébrale. Cette synergie explique pourquoi les approches intégrées, comme le yoga ou le tai chi, qui combinent mouvement et attention mentale, montrent des résultats particulièrement intéressants dans la gestion de la douleur. La compréhension de la neuroplasticité transforme fondamentalement notre approche de la douleur chronique. Elle nous fait passer d'une vision fataliste, où la douleur est une condamnation définitive, à une perspective dynamique où notre cerveau possède les ressources pour évoluer et s'adapter. Cette nouvelle compréhension est en elle-même thérapeutique, car elle nourrit l'espoir et la motivation nécessaires pour persévérer dans la pratique. Cette vision scientifique rejoint de façon remarquable la sagesse des traditions méditatives anciennes. Les maîtres bouddhistes ont toujours enseigné que l'esprit peut être entraîné et transformé par la pratique régulière. Ce qu'ils ont découvert par l'expérience directe, la science moderne le confirme maintenant par l'observation des changements cérébraux. La neuroplasticité nous rappelle que nous ne sommes pas passifs face à notre douleur. Notre cerveau se reconfigure constamment en fonction de ce que nous faisons avec notre attention. Chaque fois que nous pratiquons consciemment le scan corporel ou d'autres techniques de gestion mentale, nous contribuons activement à la reconstruction de nos circuits neuronaux dans une direction plus favorable. Cette transformation progressive nous aide à discerner plus clairement les différentes dimensions de notre expérience douloureuse. Avec un cerveau entraîné par la pratique régulière, nous devenons capables de distinguer la sensation physique pure de toutes les réactions émotionnelles et mentales que nous y ajoutons automatiquement. Cette capacité de discernement ouvre la voie à une approche encore plus subtile de la douleur, où nous apprenons à séparer la douleur primaire de la souffrance secondaire que nous générons nous-mêmes. Chapitre 8. Séparer la douleur primaire de la souffrance secondaire. Pourquoi certaines personnes semblent-elles écrasées par une douleur relativement modérée, tandis que d'autres restent sereines face à des douleurs objectivement plus intenses? La différence pourrait se trouver non pas dans la douleur elle-même, mais dans ce que nous y ajoutons. La neuroplasticité nous a montré que notre cerveau peut se transformer grâce à des pratiques régulières. Cette capacité de changement nous permet d'accéder à une compréhension plus subtile de notre expérience douloureuse. Une distinction fondamentale émerge alors que la tradition bouddhiste a identifiée depuis des millénaires et que la science moderne confirme aujourd'hui. Il existe une différence essentielle entre la douleur primaire et la souffrance secondaire. La douleur primaire correspond à la sensation physique pure, au signal nerveux brut qui informe notre cerveau d'un stimulus potentiellement dommageable pour notre corps. C'est l'information sensorielle directe, une pression, une chaleur excessive, une tension musculaire, une inflammation. Cette douleur primaire est généralement inévitable. Elle fait partie de notre système d'alerte biologique et remplit une fonction protectrice importante. La souffrance secondaire, quant à elle, englobe toutes nos réactions mentales et émotionnelles face à cette sensation première. Elle inclut notre peur de la douleur, notre frustration qu'elle soit présente, notre colère contre notre corps ou contre le destin, notre anticipation anxieuse de son intensification, notre sentiment d'injustice ou encore notre impression d'être victime. Cette souffrance secondaire ne provient pas directement du corps, mais de notre esprit. Cette distinction n'est pas un simple concept théorique.
Elle représente une découverte pratique fondamentale pour quiconque souhaite transformer sa relation à la douleur. Pourquoi? Parce que si nous avons relativement peu de contrôle direct sur la douleur primaire, nous pouvons considérablement influencer, voire éliminer, la souffrance secondaire que nous y ajoutons. Imaginez une personne souffrant de douleurs lombaires chroniques. La sensation physique dans le bas du dos constitue sa douleur primaire. Mais elle y ajoute peut-être des pensées comme « cela ne finira jamais »,« je ne pourrai plus jamais profiter de la vie »,« pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?»« je ne peux pas supporter cette douleur un jour de plus ». Ces réactions mentales représentent la souffrance secondaire. Elles amplifient considérablement la détresse globale ressentie, parfois bien au-delà de ce que la sensation physique seule provoquerait. Les recherches en neurosciences confirment cette distinction. Elles montrent que différentes régions cérébrales sont impliquées dans ces deux aspects de l'expérience douloureuse. La douleur primaire active principalement le cortex somatosensoriel qui traite les informations sensorielles du corps. La souffrance secondaire, elle, engage davantage le cortex préfrontal médian, l'insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur, régions associées au traitement émotionnel et à l'interprétation des expériences. Cette compréhension ouvre une voie thérapeutique puissante. En apprenant à observer la sensation douloureuse sans y ajouter automatiquement ses réactions négatives, nous pouvons réduire considérablement notre souffrance globale, même lorsque la douleur primaire persiste. Le langage que nous utilisons pour parler de notre douleur influence fortement notre capacité à opérer cette distinction. Lorsque nous disons « j'ai mal » ou pire « je suis souffrant », nous créons une identification complète entre notre être et l'expérience douloureuse. Cette formulation renforce l'idée que la douleur définit qui nous sommes. En revanche, dire simplement « il y a une sensation de douleur dans le genou » ou « je remarque des pulsations dans ma tempe » crée une distance psychologique salutaire. Cette reformulation n'est pas un simple jeu de mots. Elle reflète et renforce une perspective fondamentalement différente où nous devenons l'observateur de la douleur plutôt que de nous identifier à elle. Les pratiquants expérimentés de la méditation développent progressivement l'habitude de noter mentalement leurs sensations de cette façon. Sensations de chaleur, pression, pulsation, tension. Cette façon de nommer l'expérience sans jugement ni élaboration aide à maintenir la conscience dans le domaine de la douleur primaire, sans glisser dans la prolifération mentale qui génère la souffrance secondaire. Cette approche permet également d'observer la douleur avec une qualité de curiosité bienveillante, plutôt qu'avec résistance et aversion. La curiosité engage naturellement différents circuits cérébraux que ceux activés par la peur ou la résistance. Elle favorise une attitude d'investigation ouverte. Comment cette sensation change-t-elle d'un moment à l'autre? Quelles sont ses différentes qualités? Comment se déplace-t-elle dans le corps? Les pensées catastrophiques représentent une source particulièrement puissante de souffrance secondaire. Des pensées comme « cette douleur va ruiner ma vie »,« je ne pourrai jamais m'en sortir »,« cela ne peut qu'empirer » ou « c'est insupportable » génèrent une détresse émotionnelle intense qui amplifie considérablement notre perception de la douleur. En reconnaissant ces pensées comme des ajouts à la sensation pure, nous pouvons apprendre à les observer sans nécessairement les croire ou nous y identifier. Les techniques de pleine conscience nous enseignent à voir les pensées comme des événements mentaux temporaires plutôt que comme des vérités absolues ou des reflets fidèles de la réalité. Une approche efficace consiste à étiqueter simplement ces pensées. Voilà une pensée catastrophique. C'est une prédiction négative. J'observe une pensée d'impuissance. Cet étiquetage crée un espace entre nous et nos pensées, nous permettant de les laisser passer sans qu'elles ne définissent notre expérience ou ne déterminent nos actions. La pratique régulière du scan corporel que nous avons exploré précédemment représente un excellent moyen de développer cette capacité à distinguer douleur primaire et souffrance secondaire. En observant méthodiquement les sensations dans chaque partie du corps, nous apprenons à reconnaître les réactions émotionnelles et mentales qui s'y superposent automatiquement. Un aspect particulièrement libérateur de cette distinction concerne notre relation au temps.
La souffrance secondaire projette souvent la douleur actuelle dans un futur catastrophique imaginaire. Ce sera toujours ainsi. Je ne connaîtrai plus jamais un moment sans douleur. En ramenant notre attention à la sensation présente, nous découvrons que la douleur existe uniquement dans le moment actuel. Cette perspective temporelle réduite rend immédiatement l'expérience plus gérable. Cette distinction nous permet également de noter les fluctuations naturelles dans l'intensité de la douleur. La douleur, même chronique, n'est jamais parfaitement constante. Elle connaît des variations subtiles d'un moment à l'autre. En développant une attention fine, nous commençons à percevoir ces fluctuations, y compris les brefs moments où la douleur s'atténue légèrement. Ces moments de répit, même minimes, créent des espaces de liberté intérieure précieux. Ils nous rappellent que la douleur n'est pas monolithique ni permanente. Cette observation de l'impermanence des sensations constitue un antidote puissant contre la souffrance secondaire qui présuppose souvent une douleur immuable et éternelle. Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, cette distinction entre douleur primaire et souffrance secondaire peut transformer radicalement leur quotidien. Même lorsque la douleur physique persiste, la réduction de la souffrance ajoutée permet souvent de retrouver une qualité de vie significativement améliorée. Des patients rapportent fréquemment que bien que leur douleur soit objectivement similaire selon les échelles médicales, leur expérience subjective et leur capacité à fonctionner dans leur vie quotidienne changent dramatiquement. Cette approche ne vise pas à nier ou minimiser la douleur réelle. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est dans la tête ou que la douleur n'est qu'une construction mentale. La douleur primaire est bien réelle et mérite d'être reconnue comme telle. L'objectif est plutôt d'éviter d'y ajouter une couche supplémentaire de souffrance inutile. Le processus d'apprentissage pour distinguer ces deux aspects de l'expérience douloureuse est progressif. Au début, nous ne remarquons souvent cette distinction qu'après coup, en réalisant rétrospectivement comment nos pensées et émotions ont amplifié notre souffrance. Avec la pratique, nous devenons capables d'identifier ce phénomène pendant qu'il se produit. Éventuellement, nous développons la capacité à prévenir une grande partie de cette souffrance secondaire avant même qu'elle ne s'installe. Les émotions difficiles comme la colère, la peur ou la tristesse font naturellement partie de l'expérience de la douleur chronique. L'approche de la pleine conscience ne cherche pas à supprimer ces émotions légitimes, mais plutôt à les accueillir avec bienveillance sans les alimenter inutilement. Une émotion simplement reconnue et acceptée tend à suivre son cycle naturel puis à se dissiper, tandis qu'une émotion résistée ou amplifiée par nos pensées peut persister et s'intensifier. La méditation de bienveillance, ou méta dans la tradition bouddhiste, constitue un complément précieux à cette pratique de distinction. Elle cultive une attitude de gentillesse envers soi-même, particulièrement importante face à la douleur chronique qui génère souvent des sentiments d'autocritique ou d'échec. Cette bienveillance crée un contexte émotionnel qui facilite l'observation non réactive de la douleur. À mesure que nous développons cette capacité à distinguer douleur primaire et souffrance secondaire, nous découvrons un espace de liberté intérieure qui existe même au cœur de l'expérience douloureuse. Cet espace n'est pas créé en supprimant la douleur, mais en transformant notre relation à elle. Les recherches en neurosciences commencent à expliquer les mécanismes cérébraux qui sous-tendent cette transformation. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les pratiquants expérimentés activent davantage les régions associées à l'attention ouverte et à la métacognition, la capacité à observer ses propres processus mentaux, tout en réduisant l'activité dans les zones liées à l'élaboration mentale négative et à la rumination. Cette capacité à distinguer les différentes dimensions de notre expérience douloureuse ne reste pas confinée à la pratique formelle de la méditation. Elle s'intègre progressivement dans notre vie quotidienne, transformant notre façon d'être avec la douleur dans toutes les situations. C'est cette application pratique, au-delà des sessions de méditation, qui fait de cette approche un outil véritablement puissant pour améliorer la qualité de vie. Cette distinction entre douleur primaire et souffrance secondaire a trouvé sa place dans plusieurs approches thérapeutiques contemporaines.
Des programmes structurés, développés dans des contextes médicaux et cliniques, intègrent désormais cette compréhension fondamentale pour aider les patients souffrant de diverses formes de douleurs chroniques. Ces applications pratiques démontrent comment une sagesse ancienne, validée par la science moderne, peut être mise au service du bien-être de nombreuses personnes dans notre société actuelle. Chapitre 9. Applications cliniques et protocoles validés. Comment ces connaissances ancestrales sur la douleur sont-elles appliquées concrètement dans les hôpitaux modernes? Ce qui était autrefois considéré comme des pratiques ésotériques est aujourd'hui intégré dans des protocoles médicaux rigoureux. La distinction entre douleurs primaires et souffrances secondaires que nous avons explorées a ouvert la voie à des applications pratiques dans le monde médical contemporain. Ces approches ne sont plus confinées aux monastères ou aux centres de méditation, mais font désormais partie intégrante de programmes thérapeutiques validés scientifiquement et proposés dans de nombreux établissements de santé à travers le monde. Le programme le plus connu et le plus étudié est sans doute le MBSR, ou réduction du stress, basé sur la pleine conscience. Développé dans les années 1970 par Jon Kabat-Zinn à l'Université du Massachusetts, ce protocole structuré en 8 semaines adapte les pratiques méditatives traditionnelles au contexte médical occidental. Kabat-Zinn, scientifique formé au MIT et pratiquant de méditation, a eu l'intuition brillante que ces techniques ancestrales pourraient être présentées dans un format accessible aux patients occidentaux, dépouillés de leur contexte religieux mais conservant leur essence pratique. Le programme MBSR se déroule typiquement en 8 séances hebdomadaires de 2h30, complétées par une journée complète de pratique entre la 6e et la 7e semaine. Les participants s'engagent également à pratiquer quotidiennement pendant 45 minutes. Cette structure intensive vise précisément à déclencher les changements neurologiques que nous avons évoqués dans le chapitre sur la neuroplasticité. Les recherches cliniques sur l'efficacité du MBSR pour la gestion de la douleur sont impressionnantes. Des études contrôlées randomisées, la norme d'excellence en recherche médicale, montrent une réduction moyenne de 40% de l'intensité perçue des douleurs chroniques chez les participants ayant suivi le programme complet. Plus significatif encore, ces bénéfices persistent lors des suivis à 1 an, suggérant des changements durables dans la relation des patients à leur douleur. Le contenu du MBSR intègre plusieurs des techniques que nous avons explorées. Le scan corporel y occupe une place centrale, tout comme les pratiques de respiration consciente. Les participants apprennent également à observer leurs pensées sans s'y identifier, développant ainsi la capacité essentielle à distinguer la douleur primaire de la souffrance secondaire. Des mouvements conscients inspirés du yoga sont aussi inclus, permettant d'explorer la relation au corps en mouvement, particulièrement importante pour les personnes dont la douleur limite la mobilité. Un autre protocole validé, développé plus spécifiquement pour la douleur chronique, est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, ou MBCT. Initialement conçue pour prévenir les rechutes dépressives, cette approche a été adaptée avec succès pour les personnes souffrant de douleurs persistantes. Elle met davantage l'accent sur l'identification des schémas de pensée qui amplifient la souffrance et propose des pratiques ciblées pour développer une relation différente à ces pensées. Ces approches formalisées présentent des taux de réussite remarquables. Les études comparatives révèlent que les participants à ces programmes réduisent leur consommation d'analgésiques de 30% en moyenne, un chiffre particulièrement significatif dans le contexte actuel de préoccupation concernant la surconsommation d'opioïdes. Cette diminution de la médication s'accompagne paradoxalement d'une amélioration du confort ressenti et d'une meilleure fonctionnalité dans la vie quotidienne. En France, plusieurs centres hospitaliers universitaires ont intégré ces approches dans leurs services de traitement de la douleur. Le CHU de Lyon propose depuis 2015 un programme spécifique basé sur ces techniques pour les patients souffrant de fibromyalgie. Les résultats sont éloquents. Après un cycle complet, les patients rapportent une amélioration significative de leur qualité de vie, supérieure à celle obtenue avec les traitements médicamenteux standards.
Ces bénéfices concernent non seulement l'intensité de la douleur, mais également le sommeil, la fatigue, l'humeur et la capacité à participer à des activités sociales. Parmi les techniques spécifiques qui ont démontré leur efficacité dans un cadre clinique, l'attention fractionnée mérite une mention particulière. Cette approche consiste à répartir consciemment son attention sur plusieurs points du corps simultanément plutôt que de la concentrer exclusivement sur la zone douloureuse. Des recherches menées à l'Université de Montréal ont démontré que cette technique s'avère particulièrement efficace pour les douleurs articulaires et musculaires. La douleur localisée perd de son intensité perçue lorsque l'attention est délibérément distribuée sur un champ perceptif plus large. L'imagerie mentale positive représente une autre application clinique prometteuse. Des études en psychoneuroimmunologie, discipline qui étudie les liens entre l'esprit et le système immunitaire, montrent que certaines visualisations influencent directement les processus inflammatoires. Par exemple, visualiser une lumière apaisante qui enveloppe la zone douloureuse ou imaginer une sensation de fraîcheur qui diminue l'inflammation peut modifier la production de cytokines pro-inflammatoires, ces messagers chimiques qui contribuent à la douleur. Des analyses sanguines révèlent une diminution des marqueurs d'inflammation comme la protéine C réactive chez les pratiquants réguliers de ces techniques. Ces approches sont particulièrement précieuses pour les conditions où l'inflammation joue un rôle majeur, comme l'arthrite rhumatoïde ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Des centres spécialisés, comme l'Institut de rhumatologie de Paris, proposent désormais des ateliers d'imagerie guidée en complément des traitements conventionnels, avec des résultats encourageants sur la réduction de la douleur et l'amélioration de la mobilité. L'intégration de ces approches dans le parcours médical standard nécessite une adaptation aux contraintes du système de santé. Des versions condensées des protocoles ont été développées pour s'adapter aux réalités hospitalières. Par exemple, le programme Brief MBSR propose une version raccourcie en 4 semaines qui maintient l'essentiel des bénéfices du programme complet, tout en étant plus facilement intégrable dans un calendrier de soins chargé. La télémédecine a également permis d'élargir l'accès à ces approches. Des programmes guidés en ligne, développés par des institutions médicales réputées comme la Mayo Clinic aux États-Unis ou l'Assistance publique Hôpitaux de Paris en France, permettent aux patients de suivre ces protocoles à domicile. Ces versions digitales, bien que moins intensives que les programmes en présentiel, montrent néanmoins des résultats significatifs, particulièrement pour les personnes dont la mobilité est limitée par la douleur ou qui vivent dans des zones éloignées des centres spécialisés. Les applications mobiles représentent une autre innovation prometteuse. Des applications comme Petit Bambou ou Mindful proposent des programmes spécifiquement conçus pour la gestion de la douleur, avec des méditations guidées progressives et des outils de suivi qui permettent d'observer l'évolution de sa relation à la douleur au fil du temps. Ces outils numériques, bien que ne remplaçant pas l'accompagnement personnalisé d'un professionnel, offrent un soutien quotidien précieux entre les séances thérapeutiques. Un aspect particulièrement novateur de ces applications cliniques concerne leur caractère préventif. Traditionnellement, les approches de gestion de la douleur interviennent une fois que celle-ci est devenue chronique et difficile à traiter. Des hôpitaux pionniers expérimentent maintenant l'introduction de ces techniques dès les premiers stades de conditions potentiellement douloureuses à long terme. Par exemple, à l'hôpital Cochin à Paris, les patients diagnostiqués avec une polyarthrite rhumatoïde débutante se voient proposer un programme d'apprentissage de ces techniques dès le début de leur prise en charge, avec des résultats prometteurs sur l'évolution ultérieure de leur douleur. La formation des professionnels de santé évolue également pour intégrer ces approches. Des modules sur la pleine conscience et les techniques de gestion mentale de la douleur sont progressivement introduits dans le cursus des facultés de médecine et des écoles d'infirmières. À l'Université de Strasbourg, un diplôme universitaire spécifique forme les soignants à ces approches complémentaires, leur permettant d'enrichir leurs pratiques cliniques avec ces outils validés. Les aspects économiques jouent également un rôle dans l'adoption croissante de ces approches. Des études de coût-efficacité montrent que l'investissement initial dans ces programmes
se traduit par des économies substantielles à long terme, réduction des consultations médicales répétées, diminution de la consommation médicamenteuse et baisse des arrêts de travail liés à la douleur. Ces données économiques favorables ont convaincu certaines assurances santé de rembourser ces interventions, reconnaissant leur valeur non seulement thérapeutique mais aussi économique. L'acceptation de ces approches par les patients a également progressé. Si les premières tentatives d'introduction de ces techniques dans les années 90 se heurtaient parfois au scepticisme, la multiplication des études scientifiques et les témoignages de patients ont considérablement réduit les résistances. Aujourd'hui, de nombreux patients demandent eux-mêmes l'accès à ces approches complémentaires, informés par les médias ou les associations de patients sur leurs bénéfices potentiels. Cette évolution reflète un changement plus profond dans notre approche collective de la douleur. D'une vision purement biomécanique où la douleur n'était qu'un signal d'alarme à supprimer, nous passons progressivement à une compréhension plus nuancée où la douleur est vue comme une expérience complexe, impliquant des dimensions sensorielles, émotionnelles, cognitives et même sociales. Cette vision holistique ouvre la voie à des approches thérapeutiques plus complètes et personnalisées. La personnalisation représente d'ailleurs une tendance majeure dans l'évolution de ces protocoles. Les chercheurs ont identifié que certains profils de patients répondent mieux à certaines techniques spécifiques. Par exemple, les personnes présentant une forte tendance à la rumination mentale bénéficient particulièrement des pratiques focalisées sur l'observation des pensées, tandis que celles ayant une conscience corporelle diminuée progressent davantage avec les techniques centrées sur le corps, comme le scan corporel. Cette individualisation des approches permet d'optimiser les résultats pour chaque patient. Les applications cliniques de ces techniques ancestrales ne se limitent pas aux douleurs chroniques traditionnelles comme les lombalgies ou les migraines. Des adaptations spécifiques ont été développées pour des conditions particulières comme les douleurs neuropathiques, les douleurs liées au cancer ou les douleurs post-opératoires. Chaque adaptation prend en compte les spécificités de la condition traitée tout en maintenant les principes fondamentaux de conscience corporelle, d'attention régulée et de distinction entre douleurs primaires et souffrances secondaires. L'intégration de ces approches dans la médecine conventionnelle représente un exemple remarquable de dialogue fructueux entre sagesse ancestrale et science moderne. Ce que les moines bouddhistes ont développé à travers des siècles d'observation attentive de l'esprit humain se trouve aujourd'hui validé, affiné et diffusé grâce aux outils de la science contemporaine. Cette convergence enrichit notre compréhension de la douleur et élargit notre répertoire d'interventions thérapeutiques. Cette évolution reflète également un changement dans le rôle du patient, qui devient un participant actif dans la gestion de sa douleur plutôt qu'un récepteur passif de traitement. Cette autonomisation représente peut-être le changement le plus profond, passer d'une médecine qui traite les symptômes à une approche qui développe les ressources internes de chaque individu. Cette transformation ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de la gestion de la douleur, où les avancées technologiques pourraient s'allier à ces connaissances ancestrales pour développer des approches encore plus efficaces et accessibles. Chapitre 10. L'avenir de la gestion mentale de la douleur. Comment les découvertes du passé et les technologies du futur pourraient-elles transformer notre relation à la douleur dans les décennies à venir? Un horizon fascinant se dessine devant nous. Les applications cliniques que nous avons explorées ne représentent que le début d'une transformation profonde dans notre approche de la douleur. Les protocoles actuels, bien qu'efficaces, ne sont que la première vague d'une révolution qui s'annonce plus vaste encore. L'avenir de la gestion mentale de la douleur se dessine à l'intersection de la sagesse ancestrale et des technologies les plus avancées, ouvrant des possibilités que nous commençons à peine à entrevoir. La convergence entre neurosciences modernes et pratiques ancestrales s'accélère. Ce dialogue entre deux mondes autrefois séparés produit des connaissances nouvelles qui enrichissent les deux perspectives. Les neuroscientifiques découvrent dans les traditions médiatives des techniques raffinées pendant des millénaires qu'ils peuvent maintenant étudier avec leurs outils sophistiqués. Réciproquement, les enseignants de méditation traditionnelle s'appuient sur les découvertes scientifiques pour affiner leur pédagogie et toucher un public plus large.
Les avancées technologiques comme le neurofeedback promettent de transformer notre capacité à apprendre ces techniques ancestrales. Le neurofeedback est un procédé qui permet de visualiser en temps réel l'activité de certaines régions cérébrales. Imaginez pouvoir observer sur un écran l'activation de vos voies de modulation de la douleur pendant que vous pratiquez une technique méditative. Cette visualisation immédiate de ce qui se passe dans votre cerveau pourrait considérablement accélérer l'apprentissage en fournissant un retour instantané sur l'efficacité de votre pratique. Des prototypes de systèmes portables de neurofeedback sont déjà testés dans plusieurs universités. Ces dispositifs, de moins en moins encombrants, pourraient bientôt devenir aussi courants que les montres connectées qui mesurent notre fréquence cardiaque. Un patient pourrait alors s'entraîner chez lui tout en recevant un retour précis sur l'état de ses circuits cérébraux impliqués dans la modulation de la douleur. Les applications mobiles représentent un autre domaine d'innovation prometteuse. Au-delà des simples guides de méditation actuellement disponibles, les prochaines générations d'applications intégreront l'intelligence artificielle pour personnaliser les programmes en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ces systèmes apprendront à reconnaître les schémas individuels de douleur, les moments de vulnérabilité accrue et les techniques les plus efficaces pour chaque personne. Imaginez une application qui détecte, grâce au capteur de votre téléphone, les signes subtils de tension dans votre voix ou vos mouvements qui précèdent souvent une crise de douleur. Elle pourrait alors vous proposer proactivement une intervention adaptée avant même que la douleur ne s'intensifie. Ces systèmes pourraient également s'adapter en temps réel, modifiant leurs suggestions en fonction de votre réponse aux différentes techniques. La recherche génétique ouvre également des perspectives fascinantes. Les scientifiques commencent à identifier certains marqueurs génétiques associés à notre sensibilité à la douleur et à notre réponse aux différentes approches de gestion mentale. Cette branche émergente, parfois appelée pharmacogénomique de la douleur, pourrait permettre de déterminer à l'avance quelles techniques seront les plus efficaces pour chaque individu en fonction de son profil génétique. Ces découvertes pourraient mettre fin à l'approche universelle actuelle pour aller vers une médecine véritablement personnalisée. Certaines personnes répondent mieux aux techniques d'attention focalisée, d'autres aux approches d'ouverture attentionnelle plus larges, d'autres encore aux pratiques impliquant la visualisation. Comprendre les bases génétiques de ces différences permettrait d'orienter chaque patient vers les pratiques les plus susceptibles de l'aider efficacement. L'intégration de ces techniques dans les parcours de soins standards devient une nécessité face aux limites des approches purement pharmacologiques. La crise des opioïdes, particulièrement aiguë dans certains pays, a douloureusement révélé les dangers d'une dépendance excessive aux solutions médicamenteuses pour la gestion de la douleur. Les approches mentales, dépourvues d'effets secondaires néfastes, représentent une alternative précieuse dans notre arsenal thérapeutique. Des hôpitaux universitaires pionniers commencent à systématiser l'offre de ces approches complémentaires dès le diagnostic initial de conditions potentiellement chroniques. Cette intégration précoce pourrait prévenir la chronicisation de nombreuses douleurs en donnant aux patients des outils d'autogestion avant que les circuits cérébraux de la douleur chronique ne se consolident. Le modèle économique du système de santé évolue également pour soutenir cette transformation. Les assurances santé, initialement réticentes à rembourser ces interventions considérées comme non conventionnelles, reconnaissent progressivement leur rapport coût-efficacité favorable. Des études économiques montrent que l'investissement dans ces approches préventives réduit significativement les coûts à long terme liés aux consultations répétées, aux médicaments coûteux et aux arrêts de travail prolongés. En Suède et aux Pays-Bas, certaines compagnies d'assurance proposent déjà des réductions de primes aux assurés qui suivent des programmes structurés de gestion mentale de la douleur, reconnaissant ainsi la valeur préventive de ces approches. Cette tendance devrait s'étendre à d'autres pays dans les prochaines années, démocratisant l'accès à ces techniques au-delà des cercles privilégiés qui peuvent actuellement se les offrir. La formation des professionnels de santé connaît également une évolution majeure. Les cursus médicaux, longtemps focalisés sur les interventions pharmacologiques et chirurgicales,
intègre progressivement des modules obligatoires sur ces approches complémentaires. Cette évolution transforme progressivement la culture médicale elle-même, passant d'un modèle où le médecin combat la maladie à une approche où il accompagne le patient dans l'activation de ses ressources d'auto-guérison. Des programmes innovants de formation continue permettent aux médecins et infirmières déjà en exercice d'acquérir ces compétences nouvelles. Ces formations ne se limitent pas à l'enseignement théorique des techniques. Elles encouragent les soignants à les expérimenter personnellement, reconnaissant que leur propre pratique améliore considérablement leur capacité à les transmettre efficacement. Cette transformation de la formation médicale répond aussi à un besoin urgent d'humaniser les soins. Dans un système souvent critiqué pour son approche technique et impersonnelle, ces pratiques réintroduisent les dimensions d'empathie, de présence attentive et d'écoute profonde. Les soignants formés à ces approches rapportent souvent une satisfaction professionnelle accrue et un risque moindre d'épuisement professionnel, problème majeur dans le monde médical contemporain. L'autonomisation des patients représente peut-être le changement le plus profond apporté par cette évolution. Là où les approches conventionnelles placent souvent le patient dans un rôle passif de récepteur de soins, les techniques de gestion mentale lui redonnent un rôle central et actif. Cette redistribution du pouvoir thérapeutique transforme la relation soignant-soigné, établissant un partenariat plus équilibré où le patient devient co-créateur de son processus de guérison. Cette autonomie accrue répond à une aspiration profonde de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques qui expriment souvent leur frustration face à une dépendance excessive au système médical. La possibilité d'agir directement sur leur expérience de la douleur, sans intermédiaire, représente une forme de liberté précieuse, particulièrement pour ceux dont la vie est depuis longtemps rythmée par les rendez-vous médicaux et les prises médicamenteuses. La recherche continue d'affiner notre compréhension des mécanismes impliqués. Des études plus précises sur les sous-types de douleurs et leurs réponses différentielles aux diverses techniques permettront de développer des protocoles encore plus ciblés. Par exemple, des recherches récentes suggèrent que les douleurs neuropathiques répondent mieux à certaines formes de méditation focalisée, tandis que les douleurs inflammatoires bénéficient davantage de techniques impliquant la visualisation de fraîcheur ou de lumière apaisante. L'exploration des états modifiés de conscience représente une autre frontière prometteuse. Certaines recherches examinent comment des états méditatifs très profonds peuvent modifier radicalement l'expérience de la douleur. Ces états, autrefois accessibles uniquement après des années de pratique intensive, pourraient devenir plus facilement atteignables grâce à des technologies d'entraînement cérébral spécifiques ou certaines substances psychédéliques utilisées dans un cadre thérapeutique contrôlé. La communauté scientifique s'intéresse également aux effets sociaux de ces pratiques. Des études préliminaires suggèrent que la pratique en groupe de ces techniques de gestion mentale produit des effets plus prononcés que la pratique individuelle. Cette dimension collective, longtemps négligée dans notre approche individualiste de la santé, pourrait ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques où la relation et le soutien mutuel deviennent des ingrédients actifs du processus de guérison. Les nouvelles technologies de réalité virtuelle et augmentée offrent également des perspectives intéressantes. Des environnements immersifs spécifiquement conçus pour faciliter certains états de conscience pourraient accélérer l'apprentissage de ces techniques. Imaginez un programme de réalité virtuelle qui vous guide dans une expérience méditative profonde, ajustant l'environnement en temps réel en fonction de vos réponses physiologiques mesurées par des capteurs. Au-delà des applications thérapeutiques, ces approches transforment progressivement notre conception culturelle de la douleur. D'une vision où la douleur était uniquement un problème à éliminer, nous passons à une compréhension plus nuancée où elle peut aussi être une expérience à explorer, à comprendre et parfois même à intégrer dans une vie significative. Cette transformation culturelle profonde pourrait, à terme, modifier notre rapport collectif à la souffrance. Cette évolution nous ramène, de façon surprenante, à certaines sagesses anciennes qui considéraient la douleur non pas uniquement comme une ennemie à combattre, mais aussi comme une potentielle enseignante. Sans romantiser la souffrance,
Cette perspective invite à reconnaître que notre relation à la douleur détermine souvent plus notre qualité de vie que son intensité objective. Le dialogue entre ces traditions ancestrales et la science de pointe illustre parfaitement comment l'humanité progresse, non pas en rejetant son passé, mais en l'intégrant de façon créative aux découvertes du présent. Cette synthèse entre sagesse millénaire et technologie futuriste pourrait bien représenter l'une des avancées les plus significatives dans notre quête collective pour comprendre et transformer l'expérience de la douleur. L'avenir de la gestion mentale de la douleur s'annonce donc riche de possibilités. Les techniques ancestrales, validées et amplifiées par la science moderne, accessibles grâce aux technologies contemporaines et intégrées dans nos systèmes de santé, pourraient transformer radicalement notre rapport à la douleur dans les décennies à venir. Cette évolution ne promet pas un monde sans douleur, celle-ci restera une part inévitable de l'expérience humaine, mais plutôt un monde où nous disposons de ressources intérieures et extérieures beaucoup plus riches pour y faire face avec sagesse et résilience.